Jacques Derrida, vos premiers travaux philosophiques s'inscrivent sous le sceau de la philosophie de Husserl. En 1954, vous rédigez un mémoire sur le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, bon, ouvrage qui sera finalement publié aux presses universitaires de France qu'en 1990. Et vous introduisez en 1962 son origine de la géométrie. Bon, c'est un texte que vous aviez choisi de traduire parce que précisément Husserl butait sur le problème de l'écriture, à savoir le recours à l'écriture dans la constitution d'objets aussi idéaux que le sont les objets mathématiques. Et finalement, les questionnements que vous élaborez à cette époque ne vont plus vous quitter, puisque toutes vos recherches se sont déclinées à partir de cette problématique de l'écriture entre littérature, philosophie, sciences, auxquelles vous ajouterez plus tard d'autres registres de discours, ceux de la linguistique, de l'anthropologie, de la psychanalyse, mais aussi ceux qui n'appartiennent pas à des registres discursifs, puisque vous êtes intéressé à la photographie, à la peinture, à l'architecture. Mais bon, pourquoi finalement cette fascination pour l'inscription ? Pour une part, cela revient à ce désir d'écrire dont nous parlions. Comme si je devais m'obliger à une sorte là encore, de transaction, de compromis. Envie d'écrire de la littérature, de penser philosophiquement ce que c'est que la littérature, ce que c'est que l'écriture littéraire, et de faire les deux à la fois. Et dans les premières années de mes études philosophiques, quand j'ai commencé à lire Husserl, à écrire sur Husserl, parce que à ce moment-là, là il faudrait décrire ce qu'était la situation philosophique de l'époque, dans les début des années 50, parce que après, disons, l'introduction de la phénoménologie par Sartre et Merleau-Ponty, on sentait, et je sentais autour de moi à l'école normale, le besoin de poser la question de la science et de l'épistémologie à partir de la phénoménologie, ce que Sartre et Merleau-Ponty ne faisaient pas d'une certaine manière. Donc il y avait, quand j'étais étudiant à l'école normale, un souci du scientifique. Et donc j'ai lu Husserl et j'ai écrit mes premiers essais sur Husserl en les orientant vers la question de l'objectivité scientifique et des mathématiques. Cavaillès, Tranduk-Tao, etc. La question marxiste aussi, la lecture marxiste de Husserl. Et au cours de ces premiers travaux, je cherchais, par fidélité à ce souci d'écriture dont je parle, je cherchais ce qui, dans la phénoménologie husserlienne, pouvait me permettre de problématiser l'écriture. Où est-ce qu'il parle de l'écriture ? Qu'est-ce qu'il fait de l'écriture ? Et comment articuler ces questions de la science, de la phénoménologie et de l'écriture ? Et je les ai trouvées, j'ai trouvé le lieu dans l'origine de la géométrie, que j'ai donc lu et commencé à interpréter dans ce premier mémoire auquel faisait allusion, et que j'ai décidé de traduire aussitôt après. Aussitôt après l'agrégation, je me rappelle être allé voir Jean Hippolyte et lui dire, voilà, je veux traduire l'origine de la géométrie, et travailler sur ce texte-là, parce qu'il y avait une brève et elliptique remarque sur l'écriture, c'est-à-dire sur la nécessité pour des communautés de savants qui, à partir d'intuition de l'objet mathématique, devaient constituer des objets idéaux communicables, qu'on pouvait en quelque sorte inscrire dans une tradition et une archive, Husserl disait que seule l'écriture pouvait donner à ces objets idéaux leur idéalité finale, c'est-à-dire celle qui leur permettrait de devenir communicables et d'entrer en histoire, en quelque sorte. Leur historicité leur venait de l'écriture. Mais cette remarque de Husserl restait très équivoque et extrêmement obscure. Et donc, je me suis engagé dans cette direction en essayant, dans ces années-là, de former un concept d'écriture, un autre concept d'écriture, qui me permit à la fois de rendre compte de ce qui se passait chez Husserl, et au besoin d'ailleurs de poser des questions à la phénoménologie, à l'intuitionnisme phénoménologique, et d'autre part, d'ouvrir sur la question qui continuait de m'intéresser, à savoir l'inscription littéraire. Qu'est-ce qui fait qu'une inscription ? Qu'est-ce qu'une inscription ?
Et à partir de quel moment et dans quelles conditions une inscription devient-elle littéraire? Mais à l'époque, la question de l'écriture, travaillait pas uniquement les milieux philosophiques. Ça se posait aussi, disons, dans les milieux plus littéraires ou liés à la linguistique, puisque bon, c'est aussi à cette époque, enfin après vos travaux sur Husserl, que vous rencontrez Solers, c'est que vous êtes, disons, momentanément engagé dans l'aventure de tel quel. Oui. Au moment où je venais de publier L'origine de la géométrie, j'ai commencé à écrire pour des revues comme critique, où j'écris sur Jabès, sur Foucault aussi, et puis sur Artaud, pour tel quel justement. Et c'est dans ce texte sur Artaud que les choses ont commencé à se préciser à cet égard-là, où le concept de différence avec un A est apparu dans ce texte-là pour la première fois, avant même que je n'écrive ce texte qui s'appelle La différence. Et donc, c'est à ce moment-là que, en effet, dans le milieu qui était celui de tel quel, on a accueilli mon travail sur Husserl, que tel quel a en quelque sorte signalé aussi, et puis que j'ai pu, dans des conditions de complicité qui m'ont aidé, et qui m'ont été très favorables, que j'ai pu élaborer un discours qui tenta de tenir ensemble les questions philosophiques ou sur la phénoménologie, les questions sur l'écriture, quelquefois les questions anthropologiques sur l'écriture, les questions historiques sur l'écriture, et les questions de la littérature, les questions de l'explication de l'écrivain avec la signature, avec l'écriture, le rapport entre parole et écriture. Tout cela s'est formé en quelque sorte pour moi dans ces années 64, 67, 68, voilà. Mais à l'époque, il y avait un débat collectif, enfin, où vous avez réagi à d'autres, disons, publications. Ça, infléchit votre réflexion? Il y avait à ce moment-là, comme vous le savez, cette chose qu'on appelait le structuralisme, représenté par Lévi-Strauss, par Lacan, par quelques autres. Et je ressentais à la fois beaucoup de sympathie et d'intérêt pour ce qui se passait là, et en même temps, j'avais l'impression, quelquefois confuse, quelquefois plus claire, j'essayais de l'éclairer, l'impression que le concept d'écriture qui m'intéressait continuait à être en quelque sorte ignoré, méconnu ou tenu en respect par ces grands discours. Et quand j'ai publié de la grammatologie, qui a été d'un côté très bien accueilli, mal aimé comme vous le disiez, c'est-à-dire très bien accueilli d'un certain côté et puis très soupçonné de l'autre. Le milieu de tel quel, la personne de Solers en particulier, l'a fort bien accueilli, et c'était le moment où, tout en poursuivant ce que j'avais entamé là, j'ai entrepris de poser des questions, alors critiques, disons déconstructrices, pour dire le mot, à l'égard de ces discours, ou de ce qui prévalait dans ces discours structuralistes à l'époque, c'est-à-dire Saussure, un certain Saussure, un certain Lacan, un certain Lévi-Strauss, un certain Foucault aussi, dans un geste qui était à la fois, qui n'était pas simplement négatif, qui était, je crois, compliqué, à la fois d'approbation méfiante, d'approbation et de méfiance, en essayant de discuter sans rejeter. C'est quelquefois difficile, ça a provoqué toutes sortes de malentendus, quelquefois de réactions de mauvaise humeur. Mais alors, ce qui me semble un peu étonnant dans votre rapport à la littérature, c'est que à la fois vous semblez, bon, et vous le dites explicitement dans pas mal de textes, mais de créditer à la littérature de pouvoir tout dire, y compris de pouvoir leurrer, et y compris de pouvoir exprimer le leur. Et bon, je pense notamment à un texte qui n'est pas si ancien, qui est Droit de regard,
où vous écrivez, on peut lire un texte qui donc n'existe pas en soi comme un témoignage dit sérieux et authentique, ou comme une archive, ou comme un document, ou comme un symptôme, ou comme l'œuvre d'une fiction littéraire qui simule tous les statuts que vous venez d'énumérer. Mais enfin, vous donnez finalement ce privilège à la littérature comme si la philosophie, disons, conceptuellement normée, en était privée. Et est-ce que finalement, c'est pas un peu aussi le sens de votre démarche de restituer à la philosophie, en ébranlant le texte philosophique lui-même par certaines stratégies, subterfuges, qu'on a pu retrouver, enfin, ou mise en scène textuelle, comme vous dites, qu'on a pu retrouver dans certains de vos livres, notamment, je pense à Glas, à la carte postale, ou à Circonfession, où là, carrément, vous écrivez à quatre mains. Finalement, vous voulez apporter à la philosophie ce dont elle est privée. Sans renoncer à la philosophie, ce qui m'a sans doute intéressé, c'est de rendre leur droit à des questions sur la répression desquelles la philosophie s'était construite. La philosophie, dans ce cas-là, en tout cas, de prévalente, d'hégémonique. Ce qui est hégémonique dans la philosophie c'est constitué par la méconnaissance, dénégation, marginalisation des questions que une certaine littérature, je ne dirais pas la littérature en général, que certaines œuvres littéraires permettent de formuler. Des questions qui sont le corps même de ces œuvres littéraires. Donc j'ai sans doute essayé d'aiguiser la responsabilité philosophique devant des possibilités qui ne sont pas simplement littéraires, qui sont, je dirais, aussi partie du discours philosophique, du discours juridique, du discours politique, du discours éthique, à savoir la possibilité de simulacre, la possibilité de fiction qui ne sont pas simplement pensables sous la catégorie de l'imitation ou de l'imaginaire. Alors la possibilité de tout dire, vous rappeliez tout à l'heure ce mot que la littérature peut tout dire. J'insiste en général sur ce droit reconnu en principe à la littérature de tout dire, pour marquer que non pas l'irresponsabilité de l'écrivain, de quiconque signe de la littérature, mais son hyper-responsabilité, c'est-à-dire le fait que sa responsabilité ne répond pas devant les instances déjà constituées. Pouvoir tout dire, au titre de la fiction, voire du fantasme, c'est marquer que l'institution littéraire, la littérature, je la tiens pour une institution. Et c'est pourquoi souvent je distingue la littérature au sens strict, qui est une chose moderne, une chose relativement récente, des belles lettres, ou de la poésie en général, ou du théâtre en général, ou de l'épique en général. La littérature au sens strict est une institution qui est indissociable du principe démocratique, c'est-à-dire de la liberté de parler, de la liberté de dire ce qu'on veut dire, ce qu'on veut, d'une certaine manière. Bien sûr, je sais bien que la littérature n'a pas toujours vécu en régime démocratique, et que là, en fait, c'est une histoire très, très compliquée, et que la levée de la censure, il y a toutes sortes de censures qui s'exercent sur la littérature, des censures massives et des censures subtiles. Néanmoins, dans son principe même, la littérature, le concept de littérature est construit sur la possibilité principe de tout dire. Et par conséquent, d'inscrire au titre de la fiction, du fantasme, du leurre, du simulacre, et d'interroger ce qui est appelé à arriver, l'événement qui arrive parce que des événements arrivent par des simulacres et des fictions, et d'interroger par là la structure de fiction qui peut constituer tout discours, en particulier les discours performatifs, les discours qui produisent du droit, qui produisent de nouvelles normes, sont d'abord habités de fiction.
Oui, mais ce qui est aussi, comment dire, paradoxal, enfin, c'est que, par exemple, dans la carte postale, vous dites que la littérature vous a semblé toujours inacceptable, scandale, la faute morale par excellence, enfin, donc, comme si elle était à même de transgresser la loi. Oui. Que Alors, vous posez d'ailleurs. dans la carte postale, prenons la précaution de marquer que c'est le signataire lui-même fictif de certains envois qui joue cette scène, hein, de s'emporter contre la littérature. Il la joue sérieusement, cette scène. Il s'emporte contre une littérature qui, précisément à cause de la possibilité de dire, apparemment sans assumer, peut irresponsabiliser. Peut Oui, mais c'est vous qui l'écrivez quand même. C'est moi qui, enfin, qui le prête à un personnage. Je prends assez au sérieux le propos de ce personnage, mais je ne le dirai pas autrement en mon nom et comme une thèse. Je crois qu'il y a dans la littérature le risque de l'irresponsabilité, en effet, ou bien de la non-signature. Je dis n'importe quoi, puisque ce n'est pas moi, n'est-ce pas, ou bien le risque simplement de confondre l'éthique et l'esthétique, ou bien le risque de paraître, le risque du fétichisme. Et tous ces risques-là sont inhérents, je crois, comme possibilité à la littérature. Et donc il y a une voix dans la carte postale qui dit, voilà, dès lors que ce que je t'écris devient littérature, je ne m'adresse plus à toi. Et par conséquent, je manque à ce devoir qui me commande de m'adresser à toi singulièrement. Et donc, dès lors que cela devient littérature, c'est une trahison. La littérature comporte de la trahison. Et il faut l'entendre, il faut le savoir, que la littérature qui peut appeler à la plus grande responsabilité est aussi la possibilité de la pire trahison. Mais c'est aussi la possibilité de la pire dépossession, y compris de ce qu'on a écrit. C'est cela. Et c'est cela qui... La dépossession, c'est aussi le risque, n'est-ce pas, de ne même pas signer une déclaration d'amour. En fond, c'est pas moi qui signe, ou c'est lancé sur le marché littéraire, et donc ça ne vient pas de moi, ça ne s'adresse pas à toi. Et donc la littérature, le principe littéraire, ou le goût de la littérature, vient corrompre la relation singulière, absolue, que je cherche. Et donc il y a cette inquiétude, cette confession de la part du sujet qui signe, n'est-ce pas, ses envois, pas le livre, mais qui signe ses envois. Cette confession, savoir, je suis en train de trahir. Dès que je parle, je trahis. Dès que je parle, la trace m'échappe, elle tombe dans le monde, elle est disponible pour un tiers, et par conséquent, c'est à cette condition qu'elle devient littérature, et c'est cette littérature qui pervertit, en quelque sorte, mon rapport à toi. Mais alors, comment on peut négocier ça d'un point de vue, disons, philosophique, une fois qu'on fait état de cette situation? On ne peut pas le négocier, ça n'est pas négociable, ou du moins c'est une négociation toujours malheureuse. Si philosophie il y a, en tout cas, comme désir de lucidité et de vérité, elle consiste à prendre acte de cette tragédie ou de cette nécessité, qui est une menace, qui est en même temps une chance, parce que c'est aussi la chance de parler. Si je voulais me priver de ce risque, me échapper à ce risque à tout prix, je ne dirais plus rien. Je ne m'adresserai même plus à l'autre. Par conséquent, le risque dont nous parlons, le risque de perversion, de corruption, de dérive, il est en même temps la seule chance de m'adresser à l'autre. Et donc, si la chance est une menace, et constamment j'associe la chance à la menace, si la chance est une menace, eh bien, ce qu'on appelle philosophie ici, ça consiste au moins à le dire, à le formaliser, à savoir que la chance est une menace, et à prendre ses responsabilités chaque fois, à chaque instant, compte tenu de cette double bind, cette double postulation. Mais on dirait justement que vous n'avez cessé d'explorer tous les moyens, par tous les moyens et par toutes les formes d'écriture, de vous confronter à cette menace. Alors, bon, on la retrouve, enfin on peut la détecter dans tous vos travaux. Sans doute. Alors, vous êtes toujours dans le même rapport avec cette menace ou Oui. Je n'ai jamais cessé parce que je ne cesse pas, et parce que ça n'arrive pas. Je veux dire, la solution ou la réponse appropriée n'arrive pas, ou n'arrive qu'à moitié.
en tout cas, quand cette impossibilité a pris la forme d'un texte, le texte part, il est là justement laissé comme une trace qui, d'une certaine manière, ne m'appartient plus, et il faut recommencer. Et je ne cesse pas de recommencer. Alors, la même histoire différemment, mais c'est parce que il n'y a pas de solution apaisante à cette chance-menace, hein, cette chance qui n'arrive pas à échéance, qui n'arrive pas, que ça continue, que ça continuera jusqu'à la fin. Je sais bien déjà que la réponse apaisante ne viendra pas, je le sais. Mais en tentant de faire arriver cette chance, je sais que je prends chaque fois la responsabilité que je peux. Hein, et ça ne s'arrête pas. Ça ne peut pas s'arrêter. L'arrêt de cette double injonction ne peut être qu'un arrêt de mort. Hein, ça ne peut être que la mort. Il n'y a que... la mort n'est pas non plus une réponse satisfaisante, mais elle seule peut arrêter la double injonction d'opérer à double tranchant. Et ça continue. C'est ça qui fait écrire, c'est ça qui fait parler d'abord. C'est ce qui à la fois rend possible et menace tout ce qui, dans l'adresse à autrui, se tente. Alors on peut l'analyser dans le registre psychologique, dans le registre éthique, dans le registre juridique, dans le registre politique, mais le double tranchant de cette double injonction est toujours à l'œuvre. Il y a aussi une autre chose qui m'a troublée, alors pas de la même manière que notamment les féministes américaines ont pu le relever dans votre travail, mais qu'il y a une présence quand même, disons, du féminin, de la féminité dans une bonne partie de vos textes. Alors ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que souvent, notamment, vous l'associez par exemple à la question de la loi. Alors certes, le terme de loi est au féminin, mais on n'est pas habitué du tout, tant sous son mode juridique ou même analytique, de considérer la loi comme une figure féminine. Et même, un autre aspect de la féminité, c'est qu'il me semble que, vous semblez avoir un rapport au texte comme une mère porte un enfant. J'ai relevé aussi une phrase de la carte postale où vous dites tant que tu ne sauras pas ce que c'est qu'un enfant, tu ne sauras pas ce que c'est qu'un fantasme, ni bien sûr du coup un savoir. Donc c'est un tissage de la féminité assez inattendu dans un domaine qui est celui de la philosophie, qu'on imagine plutôt érigé en système. Alors, d'une certaine manière, la question de la différence sexuelle est en effet traverse tous ces textes-là depuis le début. Et le fait que, pour aller vite, la déconstruction a été d'entrée de jeu une déconstruction du phallocentrisme de façon essentielle, ou du phallogocentrisme, marquait bien que c'est une certaine autorité masculine qui se trouvait questionnée par la déconstruction. Au nom, sinon de la féminité, du moins de la différence sexuelle. Maintenant, la loi, si dans tel ou tel texte, je lui ai reconnu une figure féminine, et je pense en particulier à un texte sur la folie du jour de Blanchot, ça n'est pas constant. La figure masculine lui est aussi appropriée. Donc je ne crois pas... Oui, mais vous faites jouer les deux, enfin que ce soit au niveau de la, disons, réflexion philosophique générale ou la question de la loi, vous associez souvent les deux dimensions. Elle est liée incontestablement à la différence sexuelle, avec ici une inflexion féminine, là une inflexion paternelle ou masculine. Là, il faudrait revoir les textes un par un. En tout cas, le fait que le mot loi soit féminin en français n'importe que dans le texte en particulier. Le texte particulier auquel je faisais allusion, c'est le texte sur Blanchot. Le mot loi n'est pas féminin dans d'autres langues, dans toutes les autres langues. Donc,
Non, là je pourrais citer beaucoup de textes. Au contraire, c'est la figure paternelle de la loi qui est interrogée, remise en scène. D'autre part, le discours que je tiens à ce sujet n'est pas un discours féministe. C'est un discours qui, d'ailleurs, quelquefois, ici, disons, peut trouver des alliés chez les femmes et puis aussi bien des ennemis chez les féministes. Ça arrive, on pourrait en citer beaucoup d'exemples des deux côtés. Donc, je crois que si la question de la différence sexuelle, au-delà de la polarité, de la dualité masculin-féminin, est en effet indissociable de tous ces textes, toutes ces questions, je ne crois pas qu'on puisse en immobiliser la teneur sur une position féministe.